Alors c'est la fin de cette troisième table ronde et nous allons donc embrayer avec la quatrième table ronde qui va porter sur l'attractivité financière du Cameroun. Les questions sont toutes simples. Quelle est la situation budgétaire du Cameroun aujourd'hui? Quelles sont les perspectives à court et moyen terme? Quelle perception et quelle intention de la part de la sphère financière internationale pour le Cameroun et le continent? Quelle priorité et quelle stratégie pour le Cameroun en matière budgétaire et monétaire? Le modérateur sera Serge Yannick Nana, qui est le président directeur général de Financia Capital. Et intervenant, vous aurez M. Alamine Ousmane, ministre des Finances, République du Cameroun. M. Baudouin Pro, ancien président de BNP Paribas. Monsieur Paul Fokam, président à Finland First Bank, et Monsieur Mohamed El Katani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank. Voilà. Nous allons prendre dans une minute une personnalité, une dame, parce qu'il faut changer quand même. Madame Justine Difo. Madame Difo. Voilà, bienvenue. Alors, on est en direct sur Africa 24. Vous allez vous présenter pour que tous ceux qui nous regardent puissent en savoir plus sur vous. Alors, je suis professeure Justine Difo, enseignante spécialiste de droit des affaires à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun et présidente du consortium Observatoire africain de la pratique des affaires, de l'OADA en particulier. Et ça, c'est très important parce que là, on est en train de parler d'investissement. Investissement dit un cadre juridique qui soit tout à fait sain. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a des efforts qui ont été faits ces dernières années au Cameroun? Oui, s'agissant du Cameroun, énormément d'efforts ont été faits parce que dire que le Cameroun aujourd'hui est une terre d'attractivité sur le plan strictement juridique, nous sommes parfaitement d'accord et en symbiose avec cette déclaration de base qui permet justement de mettre les investisseurs en confiance parce que rien de plus qu'un cadre juridique qui assure la prévisibilité de la règle de droit applicable, le seul hiatus étant aujourd'hui, et nous l'avons entendu, comment faire en sorte que ce cadre juridique soit réellement effectif. C'est la question de l'effectivité de la règle de droit face à son efficacité. Donc, on ne peut pas juger de l'efficacité sans passer par l'effectivité, par son appropriation, et c'est là où le bas blesse. Nous apprécions énormément que cette question soit soulevée parce que les rapports Doing Business, effectivement, nous interpellent sur la question de l'effectivité parce que passer d'une étape à une autre et en termes d'efficacité renvoie justement au niveau de mise en œuvre, de la règle de droit. Alors c'est pour ça que, rendu à ce stade, l'une des garanties d'attractivité ou d'attraction, j'aimerais dire, des investisseurs étrangers, et sans oublier que le meilleur investissement, le DG Olomelou l'a dit, il faut commencer par asseoir l'entrepreneuriat local, n'est-ce pas, pour amener les investisseurs étrangers à se rendre compte de combien l'environnement et le climat des affaires sont attractifs au Cameroun. Merci beaucoup, Madame Difo, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que je peux dire un dernier mot? Le dernier mot que j'aimerais dire, c'est que justement, en tant que femme, je me bats pour ma chapelle. Je viens d'entendre que 40% d'entreprises sont effectivement gérées au Cameroun par les femmes, et ce sont les femmes qui, dans le secteur financier, sont celles qui remboursent le mieux le crédit, et ceci a appelé un salve d'applaudissements. Nous sommes heureux de l'apprendre, et c'est pour mettre l'accent également sur le fait qu'il faudrait que le renforcement de l'autonomisation économique des femmes, n'est-ce pas, permette justement de les mettre en confiance, de mettre en place les mécanismes permettant de sortir progressivement la masse des femmes qui sont encore dans le secteur informel, pour les encourager, n'est-ce pas, à formaliser leur structure. Et nous louons les efforts qui sont faits ici par le JICAM qui a mis en place
un cadre de promotion de l'entrepreneuriat féminin pour qu'à l'horizon, on se rende bien compte de l'effort que les femmes font pour améliorer l'émergence de notre pays. Merci beaucoup, madame. Et on va continuer avec ce quatrième panel qui va donc concerner l'attractivité financière du Cameroun. On va rappeler que le cinquième panel qui portait sur l'économie numérique et la croissance est reporté ce mercredi à 10h et il y aura une communication spéciale de M. Aliko Dangote et bien sûr Africa 24 sera présente pour vous faire vivre cet événement. Alors, comme vous le voyez, nous avons d'imminentes personnalités ici aujourd'hui pour parler de l'attractivité financière du Cameroun. Rapidement, l'attractivité financière d'un pays peut se traduire comme sa capacité à attirer diverses activités économiques, à attirer des capitaux, à retenir des activités existantes. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, comment ça va se dérouler? On a à peu près 5 sujets, 5 points qu'on va débattre dans l'attractivité financière. Donc, il ne faudra pas être très long, à peu près 3 minutes par point. On a, je pense, 45 ou 50 minutes. Alors, Monsieur le ministre, je vous donne la parole sur le premier point qui concerne l'État, acteur clé de l'attractivité de l'économie. Présentez-nous la situation des finances publiques du Cameroun, c'est-à-dire les recettes budgétaires, budget d'investissement public, la dette, les investissements dans les infrastructures structurantes et surtout comment faire face à la chute des cours des ressources naturelles actuelles. Je vous remercie, M. Nana, de me passer la parole. Permettez que je joigne ma voix à celles nombreuses qui ont exprimé nos profondes gratitudes à toutes ces imminentes personnalités venues témoigner de leur confiance à l'égard du Cameroun, soit parce que déjà investisseurs, soit également parce qu'envisageant investir dans un avenir proche. M. Nana a présenté les membres de ce panel et nous avons pratiquement en commun les finances. Il faudrait donc parler de quelques chiffres pour situer le contexte afin que nous puissions davantage analyser l'attractivité financière du Cameroun. Ce matin, on l'a dit, le Cameroun a une croissance stable, durable. Les 5 dernières années, on est passé de 4,6, 5,6, 5,9 à 5,8. Ça fait une moyenne de 5,5 de taux de croissance sur les 4 dernières années. Cette croissance robuste est de nature à accompagner notre émergence. Cette émergence, à l'horizon 2035, a besoin de moyens. À l'échelle d'une nation, à l'échelle d'un pays, c'est le budget et qui est l'expression de cette dynamique que les pouvoirs publics engagent. Au Cameroun, notre budget, pour rester sur les 2 dernières années, afin de ne pas vous encombrer avec beaucoup de chiffres, nous sommes passés en 2015 de 3 746 milliards en 2016 à 4 342 milliards. Ceci est une augmentation d'à peu près 13%. Seulement, ce qu'il faut retenir dans le cadre de notre budget, c'est que l'accent a été délibérément mis sur les investissements publics. En 2015, nous étions à 1150 milliards de budget d'investissement public. En 2016, nous sommes passés à 1525 milliards, ce qui représente pour 2015 à peu près 31% de notre budget. En 2016, c'est 36%. Ce budget, il est réalisé en premier lieu par des ressources propres, des ressources tirées donc de la fiscalité intérieure, mais ces ressources sont complétées par des financements extérieurs en matière d'emprunt. Je suis heureux de dire, pour que nous ne puissions pas oublier d'emblée, la confiance que le système financier international fait à l'endroit du Cameroun, parce qu'autour de cette table ronde, nous avons des partenaires qui ont pris le risque camerounais en mettant des dizaines de milliards dans les différents emprunts obligataires. Cela dit, nous avons depuis 5 années modérément augmenté notre niveau d'endettement pour accompagner les investissements publics dans le domaine des infrastructures, l'énergie, les télécommunications, les ports et bien d'autres. Ce qui a fait en sorte que notre endettement, qui était à peu près 15% il y a 5 ans, est passé en 2015 à 25% de notre PIB. C'est encore loin en deçà des 70% du plafond sous-régional en matière de normes communautaires. Seulement, nous surveillons cet endettement pour qu'il reste viable et soutenable afin que les remboursements qui doivent intervenir dans le temps puissent se faire convenablement
et que les générations futures ne soient pas celles-là qui supporteront donc toute la charge, mais les investissements productifs d'aujourd'hui, on l'a dit, en matière d'infrastructure et plus récemment dans les propos de M. Axlar, l'énergie constitue un centre d'investissement important pour notre pays. Nous l'avons fait et nous voulons continuer de le faire en tirant les ressources du système fiscal national avec une fiscalité qui progresse. On atteint à peu près 16% de la pression fiscale, mais une fiscalité qui est une fiscalité de développement. Juste un indicateur, afin d'accommoder les entreprises, nous sommes passés en 2014 de 38% de taux d'impôt sur les sociétés à 33%. C'est un indicateur, mais nous parlerons davantage des indicateurs liés à la loi du 18 avril 2013 pour montrer à quel point les ressources internes que le Cameroun est en train de mobiliser sont celles-là qui doivent porter notre développement. Et ces ressources internes, pour donner encore un dernier chiffre, M. Nana, en 5 ans, nous sommes passés en matière donc de collecte de ressources au niveau des impôts de 1000 milliards à 1500 milliards. Cela se fait sans perturber l'action de l'entreprise dans son développement, dans sa création de richesses. Cela se fait avec l'appui, bien entendu, du système financier national, mais cela se fait également avec l'appui des investisseurs à l'international. Dernière information pour montrer à quel point les finances publiques camerounaises attirent et font confiance. Sur les 5 dernières années, en 2010, nous avons mobilisé 200 milliards en matière d'emprunt obligataire. En 2013, nous avons refait pour 80 milliards. En 2014, nous avons fait pour 150 milliards. Et en 2015, la première émission d'eurobonds de 750 millions de dollars a été réalisée par le Cameroun. Tout ceci pour vous dire certainement que le cheminement de notre gestion des finances publiques s'inscrit dans la marche vers l'émergence du Cameroun et se fait avec l'appui, bien entendu, des financiers ici présents et ceux-là qui sont aussi à l'international. Voilà ce que je peux dire à ce stade concernant donc les finances publiques camerounaises qu'on peut qualifier de saines, de gestion prudente en matière d'endettement et d'orientation ferme et forte vers les investissements productifs. Monsieur Keitani, vous avez écouté le ministre des Finances. 50% de collecte d'impôts en plus sur 5 ans, c'est une prouesse remarquable, sans heurter les entreprises du secteur privé, sans les asphyxier. Vous êtes dans le secteur privé, vous regardez le risque Cameroun. Quelle est votre analyse du risque Cameroun en termes d'investissement? Merci, M. Nana, Monsieur le ministre, chers amis. Tout d'abord, je tiens à remercier la présidence de la République et son gouvernement pour cette invitation d'avoir associé à Tijeri Wafabank à cet heureux événement qui est un moment fort d'échange. Nous, en tant qu'investisseurs africains au Cameroun, nous sommes une entreprise marocaine. Nous avons cru et nous avons eu raison de le faire il y a quelques années de cela pour investir dans une banque au Cameroun. Et le Cameroun présentait pour nous une cible stratégique très importante parce que c'est la locomotive de l'Afrique centrale au niveau de la zone CEMAC. La perception du risque, aujourd'hui, il y a, pour vous dire la vérité, qu'il y a un décalage entre la perception du risque et la réalité. Et c'est ce qui est malheureux par rapport au continent africain, parce que jamais l'Afrique n'a été à l'origine d'une crise financière ou bancaire mondiale. Mais elle subit les conséquences de manière extrêmement lourde. Donc nous avons une bonne perception du risque camerounais. Si on se réfère aux notations, aux agences de notation, le Cameroun dispose d'une notation BB selon Standard & Poor's avec des perspectives stables en dépit d'une conjoncture économique mondiale qui a perturbé très très fortement le cours des matières premières et notamment les hydrocarbures, puisque le Cameroun est exportateur de pétrole. Ce qui démontre la résilience de l'économie camerounaise grâce à la politique de diversification de son économie. Je peux dire que c'est l'un des pays de la sous-région qui dispose d'une économie extrêmement diversifiée. Deuxième élément de réponse, c'est que nous, en tant qu'investisseurs, nous sommes vraiment très satisfaits de notre investissement. La réalité nous a confortés, ce qui nous a permis d'accélérer nos développements aujourd'hui au Cameroun. Nous sommes partis avec un réseau bancaire
qui était classé, je crois, 5e ou 6e, avec une 17 succursales. Aujourd'hui, nous sommes le premier réseau bancaire, puisque après 4 ans, nous sommes à 54 agences et nous continuons notre développement. Parce que l'enjeu fondamental pour l'économie marocaine, le président de la République, son Excellence Paul Biya, l'a souligné ce matin, son gouvernement l'a souligné, l'un des grands défis aujourd'hui, c'est de mobiliser les parts locales vers l'investissement productif privé. Et le secteur bancaire est un levier très très important de bancarisation. Il faut qu'on combatte sa sous-bancarisation et nous pouvons le faire qu'à travers le renforcement et la densification de la capillarité. Et là aussi, en tant qu'investisseurs, nous avons dans les instances de SCB Cameroun, la société commerciale de banque du Cameroun, le conseil d'administration, puisque nous sommes partenaires avec l'État. L'État est coactionnaire à nos côtés. Nous avons adopté, là aussi, une politique volontariste de proximité pour aller vers les classes moyennes, aller vers les TPE, aller vers les PME et densifier cette capillarité à même, justement, de bancariser, démocratiser l'accès aux services financiers et contribuer à la politique du gouvernement de faire migrer l'informel vers le formel de la manière la plus douce, la plus intelligente, parce que l'informel, c'est quand même un secteur extrêmement fécond, un secteur extrêmement créatif et qui emploie des millions de personnes au niveau de nos pays respectifs. Et à ce niveau-là, moi je crois qu'il y a encore un potentiel important à développer pour contribuer à la modernisation de l'économie. Docteur Fokam, vous êtes sans doute un des plus gros investisseurs privés du Cameroun et même en Afrique subsaharienne. Vous avez écouté le ministre des Finances, on a des comptes publics sains, on a une économie qui croît, on a des recettes fiscales qui augmentent, on a des réformes au plan de la fiscalité qui augmentent l'assiette globale des recettes budgétaires. Mais on fait face à des chocs pétroliers, on résiste. Alors, quel est votre sentiment? Vous êtes très présent en Afrique centrale. Quel est votre sentiment sur les risques d'investissement sur un pays comme le Cameroun? Merci beaucoup. Je me permettrai tout d'abord de pouvoir remercier le gouvernement du Cameroun et à travers lui, son propre chef, pour nous avoir invités à cette conférence. Je suis vraiment heureux et honoré de participer à cette table ronde. Je voudrais, pour revenir à votre question, sur le problème de budget public d'abord, pour dire qu'effectivement, il y a une croissance significative du budget public. Il y a encore une croissance à l'investissement, ce qui permet de dire que l'État, par là, est le vrai acteur de l'économie, mais aussi, surtout, un bon arbitre. Et bien sûr, le ministre des Finances vient de déclarer que les impôts ont régressé de 38%, ce qui est vrai, de 38 à 33%. Et on espère toujours pour l'attractivité qu'on passerait bientôt à 30%, justement pour accroître l'attractivité de notre pays. Mais avant toute chose, il me semble important de dire en tant qu'investisseur et pour tous les autres investisseurs, je voudrais dire le Cameroun est un pays béni de Dieu. C'est un pays béni de Dieu parce qu'il regorge beaucoup de trésors. Le premier trésor se trouve au niveau de l'agriculture. Nous avons encore 70% de terres arables. On peut encore l'utiliser. On peut nourrir toute la région. C'est encore un scandale touristique. Pourquoi? Parce que le Cameroun, comme le président Biya le disait tout à l'heure, c'est la petite Afrique. C'est-à-dire là, vous avez tout. Il ne suffit pas, vous aurez souhaité visiter n'importe quel pays, mais seulement si vous visitez le Cameroun, vous avez visité tous les pays d'Afrique. Encore une fois, c'est un grand trésor. Que dire du trésor de sous-sol? On pourrait dire quand même c'est aussi une bénédiction, mais c'est un scandale. Le vrai problème qu'il y a pour nous,
Et ensuite, la population, la position stratégique du Cameroun, toujours pour son attractivité, la position stratégique du Cameroun. 320 millions de consommateurs. Je dois malheureusement ou heureusement compter le Nigeria parce que je m'adresse aux autorités gouvernementales. Nous avons intérêt à faire des accords de partenariat au lieu de l'Europe, mais avec le Nigeria. On en parlera, docteur. On en parlera. Monsieur. Alors, le docteur Fokam est déjà en train d'anticiper certains points que nous allons évoquer tout à l'heure. Monsieur Pro, oui, vous êtes conseil de très grands groupes au BCG. Oui. Que direz-vous à ces groupes s'ils veulent venir au Cameroun? Oui, non, je voulais faire trois remarques. D'abord, je suis très heureux de participer à cette conférence que je trouve de très grande qualité. La première chose qui me frappe, c'est que les performances économiques du Cameroun me paraissent insuffisamment connues et reconnues hors du Cameroun. Je trouve qu'il y a un vrai sujet. Moi-même, je veux dire, en préparant cette conférence, le taux de croissance du Cameroun, sa résilience, sont vraiment des performances fortes et je trouve que ces performances sont mal connues. La deuxième chose, c'est que je trouve dans ce contexte très formidable pour le pays de se fixer une ambition d'émergence et une ambition au fond d'amélioration, d'aller plus loin en termes de taux de croissance. Si on était à 1 ou 2, aller plus loin, mais là on est à 5 et on veut aller essayer de s'approcher de 10. C'est quand même une ambition collective pour le pays très importante. Ce qui me semble, en travaillant et en écoutant depuis ce matin, et en ayant peut-être beaucoup lu sur ce pays depuis 15 jours, 3 semaines, c'est que je crois qu'effectivement, il y a des leviers réels d'accroissement, d'augmentation du taux de croissance qui existent, dans lesquels, à mon avis, il faut que les pouvoirs publics continuent à faire leur œuvre, ce qu'ils ont commencé à faire. Je crois que tout ce qui a été dit sur les infrastructures est très important. J'ai vu notamment, je pense à ça parce que je crois que les installations portuaires sont très importantes. Le port de Kribi, j'ai regardé ça de près, est une installation au fond récente, en eau profonde, qui marque aussi la force de cette façade maritime qu'a le Cameroun, qui est au fond la voie d'accès à la mer pour toute la région de la CEMAC. Et donc je crois que les infrastructures, c'est très important. On a parlé d'électricité. Je crois qu'en termes de disponibilité, de constance d'électricité, il y a encore des progrès à faire. Et au fond, on aura demain cette table ronde sur le digital et les télécoms. Mais pour avoir les digital et les télécoms, tout ça, ça passe aussi par l'électricité. Donc, je crois qu'effectivement, sur les infrastructures, c'est très important. Je pense qu'il est du coup légitime pour les infrastructures de s'endetter, je dirais prudemment, ou de s'endetter raisonnablement, de faire usage. Alors là, il y a l'endettement concessionnel et puis il y a les euromarchés. Le Cameroun a usé, je dirais, des uns ou des autres. J'ai vu que le taux d'endettement du Cameroun par rapport au PIB reste à 38%. Bon, je dirais, c'est pas pour un Français, si on était à 38%, ça serait Noël. Donc 38%, c'est encore un taux raisonnable. Bon. Mais je crois que vous avez tout à fait raison de gérer vos finances publiques avec rigueur. Je crois que ça reste un élément essentiel pour que la croissance du Cameroun soit soutenable. Donc ça, c'est le côté des pouvoirs publics. Je crois que du côté de l'investissement privé, effectivement, d'une certaine façon, d'abord, l'investissement privé peut sans doute participer davantage aux côtés de l'investissement public aux infrastructures. Je crois que tout ce qui est PPP, tout ça, c'est vraiment des voies qui ont commencé d'ailleurs à être explorées, si je puis dire, par le Cameroun, mais qu'il faut continuer. Et que là, du côté des entreprises, tout ce qui a été dit sur la qualité du cadre juridique, le climat des affaires, c'est vrai que sur le plan du climat des affaires, je dirais le rang, là, disons le rang mondial du Cameroun reste moyen et les améliorations sont lentes et difficiles. Donc je crois que c'est un travail très important. Mais enfin, juste pour terminer, je suis impressionné par les performances obtenues par le Cameroun, d'une part, et par la volonté, j'allais dire, nationale et assez unitaire autour du président, du gouvernement et des autorités du pays, d'aller plus loin, alors même qu'on pourrait, je ne dis pas se reposer sur ses lauriers, mais on pourrait trouver que 5, c'est pas mal. Surtout, et ça m'a beaucoup frappé en regardant les choses, à un moment où l'Afrique est passée de 6-8 à 3-3, sinon à 3. Donc tous les pays qui sont très pétroliers, ce qui n'est pas le cas du Cameroun,
qui n'a que 20% de ses recettes fiscales sur le pétrole, alors que tous les pays qui vous entourent, enfin beaucoup sont à 60, 70 ou 80. Voilà. Donc je trouve que le Cameroun a su bâtir sur une économie diversifiée, avec une gestion, je dirais, rigoureuse de ses finances publiques, rigoureuse mais en même temps un peu allante, parce que si on n'investit pas, on n'a rien. Donc je crois que là, il y a un équilibre dynamique qui est important, et je comprends que le fait de vouloir accélérer ce taux de croissance pour, je dirais, accéder à l'émergence dans une vingtaine d'années, c'est une très belle ambition collective pour le pays. Très bien. Docteur Fokam, vous êtes allé... Vous avez commencé à aborder un sujet important qui est en quoi le Cameroun présente-t-il de réelles opportunités et de réelles potentialités d'investissement de par son positionnement stratégique en Afrique centrale. Vous avez commencé à évoquer certains points. J'aimerais que vous rentriez dans le détail de ces points. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Ça me paraît un point très important. Pour ceux qui connaissent le Cameroun, on regarde sa position centrale. Sa position centrale est sous son ouverture maritime. Sa grande et longue frontière avec le Nigeria, 1200 km linéaires. Ce qui permet de dire que le Cameroun est dans une situation, par rapport aux autres pays africains, dans une situation super privilégiée. Le Cameroun, avec le CEAC, compte à peu près 145 millions d'habitants, dont 145 millions de consommateurs. Plus Nigeria, 180, je me retrouve facilement à 320 millions. Ce qui veut dire la taille de l'économie camerounaise peut être comparée à la taille de l'économie américaine. Donc, les investissements privés ou publics, les investissements étrangers ou nationaux peuvent s'investir en comptant sur cette taille, mais le seul problème, et je m'arrête là, c'est qu'on espère que le gouvernement va prendre en compte le cri des investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers, pour faire rapidement des négociations de partenariat économique avec le Nigeria, qui est une condition sine qua non pour notre décollage. Merci. Monsieur Keitani, le Nigeria a passé l'Afrique du Sud l'année dernière en termes de première puissance économique du continent africain. On a une frontière extrêmement longue avec le Nigeria. On désenclave le Tchad et la Centrafrique. Et on a un accès à la mer important. Selon vous, avec votre expérience, comment capitaliser sur ce positionnement stratégique? Effectivement, le Cameroun a une chance terrible d'être c'est le point d'intersection entre la CEMAC, l'Afrique centrale, et tous les pays de la CEDEAO. C'est une position hautement stratégique et privilégiée. Maintenant, comme il a été dit tout au long de cette journée, c'est un problème de rythme qui se pose à tous les pays. Nous avons la même problématique au Maroc, nous vivons la même problématique comme nous sommes au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, etc. C'est un problème de vitesse et d'accélération. Le temps joue contre nous. Quand vous voyez les clignotants et les critères de classement au niveau du doing business, je crois que tous les gouvernements ont adossé les problématiques. J'ai lu avec toute l'attention requise la vision stratégique à long terme qui fera du Cameroun un pays émergent en 2035. Alors, quand on voit le document et quand on voit les ciblages sur les secteurs d'activité prioritaires où le Cameroun a des avantages comparatifs établis, ça ne peut se réaliser que si on se dit qu'il va falloir qu'on optimise la coordination entre au sein des départements ministériels en interaction avec le secteur privé
et les partenaires sociaux. Il faut que tout le monde aille à la même vitesse et chacun assume sa responsabilité. Ces sujets qui sont adressés de manière très très concrète, et ça a été dit aussi par le représentant de McKinsey, c'est d'améliorer nos capacités d'exécution de nos stratégies. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu pour nos pays réside dans cette capacité d'exécution et de suivi minutieux et rigoureux des réalisations et intervenir le moment opportun pour redresser le tir et remettre le train sur le rail. Donc moi je dis qu'il y a des priorités urgentes qui se posent à nous, notamment les capacités en énergie électrique. Vous ne pouvez pas demander au secteur privé d'investir de manière importante dans les secteurs de transformation pour fixer une partie de la chaîne de valeur au Cameroun, au niveau de notre continent africain, en valorisant nos matières premières, si la disponibilité de kilowattheure de manière permanente sur 24 heures sur 24 ne peut être assurée. Donc, je crois que ça, c'est une donnée fondamentale. Et aujourd'hui, à travers les montages PPP, à travers nous connaissons nous-mêmes, nous sommes sollicités par des investisseurs internationaux, des fonds thématiques sur ces problématiques de l'énergie qui s'intéressent à accompagner les financements de nouvelles capacités au niveau de notre continent africain. Ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Le gouvernement camerounais est conscient, parce que j'ai eu pas mal d'interactions avec monsieur le ministre des Finances dans un passé récent. Le gouvernement est conscient du fait qu'il faut qu'on libère les énergies au niveau du secteur privé. Et libérer les énergies au niveau du secteur privé, c'est moins d'État. L'État doit assumer son rôle de stratège, de facilitateur et de régulateur. Donc il va falloir, je dirais, neutraliser tous les relais administratifs qui alourdissent les procédures administratives de telle sorte à ce que l'investisseur national, qu'il soit petit, moyen ou grand, et surtout pour les petits investisseurs et les investisseurs de taille moyenne, ont besoin de simplification au niveau des procédures pour accélérer l'investissement. Troisième élément important, et ça, je sais que monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi, il contribue de manière de plus en plus déterminante, il faut approfondir les marchés des capitaux et diversifier les canaux en matière de financement des investissements privés. Il y a le secteur bancaire, certes, mais je vous le dis, moi je représente le secteur bancaire. Le secteur bancaire, à lui seul, ne peut pas satisfaire tous les besoins de développement. Il faut que la bourse joue son rôle, il faut que les maisons de pension jouent leur rôle, etc. Donc, il va falloir enrichir et réformer le secteur des marchés des capitaux en mettant en place de nouveaux instruments financiers, en perfectionnant et en approfondissant les compétences professionnelles des intervenants et des acteurs, de telle sorte à densifier l'offre de financement qui devra accompagner les investisseurs. Et merci. Monsieur le ministre, en 1998, le Cameroun autorise la construction d'un pipe de 700 km pour permettre l'exploitation du pétrole du Tchad, de 3,5 milliards de dollars. Et aujourd'hui, 15 ans après, on se rend compte que ce pipe va permettre de transporter le pétrole du Niger et même potentiellement du Soudan. Donc ça, c'est un exemple concret de positionnement stratégique. Je sais que vous avez parlé de 1500 milliards en termes de volume d'investissement. Un autre exemple, l'Éthiopie exporte pour à peu près 150 millions de dollars aujourd'hui d'électricité. Est-ce que dans la politique gouvernementale, vous avez pris en compte les efforts à faire pour renforcer le positionnement stratégique du Cameroun et désenclaver et capitaliser sur les opportunités que les pays voisins peuvent nous offrir? À nouveau, merci M. Nana de poser cette question, mais avant d'y répondre, il me plaît de partager 2-3 informations d'actualité à mon avis. La récente visite d'État du président de la République, son Excellence Paul Biya à Abuja au Nigeria, lui a permis de dire lors du toast qu'entre le Nigeria et le Cameroun,
il y a eu avant juillet 2015 et il y aura après juillet 2015. Cela est la traduction forte, concrète de l'engagement politique à accompagner le développement économique de notre pays, aussi bien au sein de la CEMAC qu'avec notre cher voisin, le Nigeria, avec qui nous partageons plus de 1500 km et pour lequel nous voulons également faire en sorte qu'à la suite de la maîtrise des questions sécuritaires, la question de développement soit véritablement à l'ordre du jour. Deuxièmement, et ça je le dis au président Fokam, de se préparer. Dans le communiqué final à la suite de cette visite d'État, il est annoncé la conférence, le Business Forum à Abuja, qui doit se tenir dans un avenir proche. Donc, en tant que capitaine d'industrie, préparez-vous donc à faire partie éventuellement de cette initiative pour matérialiser de manière concrète ce que le Cameroun et le Nigeria veulent faire pour poursuivre cette coopération très riche. Le point suivant que je voudrais évoquer à la suite de M. Keitani, c'est le rôle que doit jouer notre système financier. 2 ou 3 informations pour vous montrer à quel point nous avons besoin de diversifier cet instrument. Les dépôts au niveau du Cameroun représentent à peu près 3 552 milliards. Les crédits, c'est 2 942 milliards. Les crédits ne représentent pas 10% de notre PIB. Mais là-dedans, ce qui est encore de plus important à relever, le long terme, c'est 40 milliards. Ça, c'est au 31 mars 2016. 40 milliards de crédits octroyés dans notre système bancaire suivant la maturité long terme. Ce n'est pas suffisant si nous voulons développer nos économies. L'État doit jouer un rôle important, celui de créer le cadre, celui de construire les infrastructures. Et nous avons engagé cette démarche en allouant 30% au moins du budget de l'État aux investissements. Monsieur Pro a relevé quelque chose de fondamental et que nous avons constaté en 2015 quand nous étions donc dans le cadre du roadshow, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, la méconnaissance de certains fondamentaux de notre économie, au point où la prime de risque n'a rien à voir avec les réalités économiques de notre pays. On avait tendance à assimiler le Cameroun à un pays essentiellement producteur de pétrole, ce qui a rendu, dans le contexte qui était celui de 2015, la prime de risque plus élevée. Nous le disons et nous allons continuer de le faire. Je l'ai fait en marge donc des réunions de l'Assemblée du Fonds monétaire, dans le cadre des échanges avec les investisseurs, pour connaître davantage les fondamentaux économiques du Cameroun, pour avoir une meilleure analyse du risque et avoir donc des spreads qui soient conformes aux réalités économiques de notre pays. Cela doit se faire en concertation avec le secteur privé. Et ça m'amène à votre préoccupation, M. Nana. Quelle est la position stratégique du Cameroun dans ce contexte? Nous avons des avantages comparatifs indéniables. La position géostratégique. Nous avons des ressources indéniables qui doivent être exploitées par le secteur privé. Le rôle qui est tracé, le rôle qui est le nôtre, qui est tracé dans le cadre du DSCE, c'est de faire en sorte qu'au plan infrastructure, au plan administration, au plan des règles, au plan des textes, au plan de la législation, tout soit mis en œuvre pour que les acteurs, que sont les investisseurs, viennent dans quel secteur? Vous l'avez dit, M. Nana, l'énergie. Nous avons des textes qui aujourd'hui permettent des producteurs indépendants parce que le déficit énergétique reste encore important. C'est un secteur qui peut attirer davantage des investisseurs sans que l'État n'ait à s'endetter. Ça lui permet de s'occuper d'autres choses. Et ça permet aux investisseurs, dans le cadre des investissements directs ou dans le cadre des partenariats publics-privés, comme cela se fait avec Globelec, Eneo et autres, que l'argent qui cherche des destinations rentables et intéressantes puisse être attiré par le Cameroun, ce qui est déjà faisable. Deuxièmement, les télécommunications, M. Nana. On ne peut pas concevoir une marche soutenue vers l'émergence si les télécommunications ne sont pas à la dimension des attentes des différents acteurs. L'éducation dont on a parlé aujourd'hui, elle est facilitée grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication. Vous pouvez être dans un village, si vous êtes connecté, vous avez accès à la connaissance qui est peut-être à Washington, à Boston, à Francfort ou bien à Tokyo. Le Cameroun met en place les textes, les règles, le cadre juridique et sécurise
pour que les autres acteurs du secteur privé jouent leur rôle. Le docteur Fokam a évoqué quelque chose qui nous tient à cœur. Faire en sorte que la fiscalité ne soit pas une barrière, mais une incitation. Il y a eu un premier pas. Nous sommes passés de 38,5 à 33,3%. Cela est possible de baisser, pourvu que l'assiette fiscale soit élargie. Élargir comment? En allant chercher dans le secteur informel, en renforçant la base taxable pour que le poids de la fiscalité ne repose pas uniquement sur quelques acteurs. Le faisant, nous serons à même, avec vous, entrepreneurs du secteur privé, à baisser probablement donc le taux d'impôt sur les sociétés afin que l'activité qui génère la richesse, les emplois, soit moins taxée. Nous sommes déjà en train de le faire. Et c'est ce qui a justifié la progression qui est constatée de 1 000 milliards à 1 500 milliards au niveau des impôts. Ce sont des réformes fortes, profondes et qui correspondent aux attentes du secteur privé. La simplification, la dématérialisation, la modernisation, la proximité et le renforcement des éléments de garantie au niveau donc des contribuables. Pour que le contentieux fiscal ne soit pas une démarche subjective, mais qu'il soit une démarche bien encadrée et qui permette à chacun de s'acquitter sans avoir à se déplacer avec les télédéclarations, à payer avec le mobile payment et à aller voir le responsable en charge de ce contribuable pour avoir des conseils, pour avoir l'assistance, pour avoir l'accompagnement nécessaire, parce que la loi du 18 avril 2013, elle vise à renforcer davantage l'investissement privé au Cameroun. Nous avons déjà à peu près 800 milliards d'intentions d'investissement pour à peu près 80 projets qui ont été validés au niveau donc de l'API. Ce sont des emplois qui seront créés, ce sont des richesses qui seront créées, c'est l'agriculture qui sera transformée, c'est l'industrie qui va arriver et c'est une classe moyenne qui sera développée pour que notre pays participe pleinement à son émergence à travers l'exploitation des ressources locales, à travers ce développement et en faisant participer le secteur financier. La bourse du Cameroun, c'est à peu près 508 milliards de capitalisation. Actions comme obligations. Les actions, c'est 155 milliards et le reliquat, ce sont les obligations. 8 titres, actions comme obligations. Nous avons un potentiel plus important. Nous devons atteindre au moins 20% de PIB en matière d'actifs financiers pour correspondre à notre taille, à notre économie, pour développer notre pays. Et ça, le législateur, le gouvernement, y travaille pour rendre la bourse plus attractive, moins contraignante en matière de procédure, en matière de documentation à présenter, plus attractive en matière d'exonération fiscale, parce que quand vous allez à la bourse aujourd'hui, c'est un taux réduit de 20% qui est appliqué. Quand vous êtes en train de faire une augmentation par rapport à une session seulement, autant de mesures qui, pour notre part, vont dans le sens des attentes des investisseurs et nous voulons faire en sorte que tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement soit dans le sens de faciliter la création d'entreprises, la création de richesses, la création d'emplois, parce que seule cette création de richesses, seule cette création d'emplois peut propulser la machine camerounaise vers son émergence à l'horizon 2035 tel que souhaité et déclamé par le président de la République ce matin encore. Monsieur Keitani, le ministre a parlé de, quand on prend le total de bilan des banques, 40 milliards financement long terme. Donc, on sait bien que les vrais capitaux long terme se trouvent à la bourse. Et vous avez parlé de la bourse. Alors, il y a 2 bourses en Afrique centrale. Comment se fait-il qu'avec 2 bourses, on n'ait que 500 milliards de capitalisation boursière au Cameroun, alors qu'à la bourse régionale d'Abidjan, on a 7 000 milliards de capitalisation boursière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement, c'est un élément extrêmement pertinent. Je reviens sur les 40 milliards d'encours pour les crédits à moyen et long terme. Le secteur bancaire, que ce soit au niveau des pays de l'UEMOA ou des pays de la CEMAC, avec les 2 banques centrales, les professions bancaires sont en pourparlers pour essayer de desserrer une contrainte réglementaire qui fait que la transformation des dépôts que nous collectons en crédit à moyen et long terme est régie par un ratio qui est très contraignant, qui ne permet pas aux banques justement de développer
de manière consistante leur implication dans le financement des investissements. Donc les pourparlers sont en cours et je sais que la régulation au niveau des deux sous-régions va évoluer, ce qui va fournir une détente parce que nous sommes régis par un ratio de solvabilité globale et par des contraintes de gestion actif-passif. Donc il est mieux indiqué de lever cette contrainte pour laisser la compétition bancaire se développer et accompagner valablement les investisseurs. Mais les banques à elles seules seraient insuffisantes par rapport aux besoins. Et il va falloir donc chercher les financements alternatifs. Et parmi les financements alternatifs, c'est la dynamisation de la bourse de Douala, qui aujourd'hui compte, à ma connaissance, 3 titres actions. Je crois. Action. Voilà, 3 titres actions. tout à fait, et 5 obligataires. Et je crois que ça doit démarrer par une prise de conscience, une vulgarisation de la bourse auprès des entreprises camerounaises, mais aussi des entreprises sous-régionales, en attendant les doubles cotations, je l'espère, entre le Maroc, la bourse de Casablanca et la bourse de Douala. Et nous militons aussi dans ce sens. Donc, il va falloir vulgariser, avoir une approche didactique auprès des opérateurs, des acteurs économiques, des entrepreneurs, pour qu'ils prennent conscience que la bourse peut être un financement très intéressant qui vient compléter le recours au crédit bancaire classique parce qu'elle vient conforter, les modes de gouvernance au sein de l'entreprise, moderniser l'organisation, le mode de gouvernance, imposer une certaine rigueur dans la gestion, dans la transparence de l'information comptable et financière, et tout ceci conforte le rating auprès du secteur bancaire. Elle devient donc bancable à des conditions extrêmement compétitives et avantageuses. Et à mon sens, il y a, et comme je le dis à votre collègue marocain, l'État doit donner aussi l'exemple en amplifiant le mouvement des privatisations via la bourse, les bourses africaines. Parce que dans tous les pays émergents du monde où les bourses se sont développées, c'est les États qui ont accéléré les programmes de privatisation des entreprises publiques qui ont dopé la liquidité de ces bourses. Très bien. Je pense que là, on va devoir clôturer. Mais Dr Fokam, le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin. Oui. Sur les bourses. Merci. Le mot de la fin sur les bourses. Je voudrais dire d'abord une chose. La création de la bourse à Douala était une excellente occasion. Ça, c'est fondamental. Deuxièmement, je voudrais dire aussi que le groupe Afriland First Bank a participé activement à l'animation de cette bourse, d'abord en prenant partie de titres, mais surtout en étant à la première émission des obligations, en étant banque arrangeur dans cette émission d'obligations de 200 millions, mais aussi banque participante dans toutes les autres obligations. Mais avant tout, il me semble important de dire que, comme le ministre et vous l'avez soulevé, il n'y a que 40 milliards d'interventions bancaires. Mais ces interventions bancaires ne pourront jamais bouger aussi longtemps que la réglementation bancaire est telle qu'elle est aujourd'hui, parce que pour ma part, la réglementation bancaire est anti-développement. Et on doit le savoir, parce que ce n'est pas comme ça que ça doit se faire dans tout le reste. Mais seulement, vous m'avez parlé de la bourse. La bourse a des conditions de développement. La première condition d'une bourse, c'est la gestion privée. Tant qu'on n'y arrivera pas à une gestion privée d'une bourse, on ne va pas aller plus loin. Le premier, c'est que l'État doit être l'animateur de cette bourse. L'État a beaucoup de participation dans beaucoup d'entreprises. L'État doit commencer d'abord par remettre une partie de ses actions dans la bourse. En mettant les obligations, c'est une bonne chose, mais en mettant aussi les actions qu'il possède dans les entreprises, ça, c'est un facteur essentiel d'animation. L'autre facteur, c'est quand même, parce que notre bourse aujourd'hui auto est trop subventionnée, alors qu'une bourse doit être autoportante. Et si elle ne l'est pas, vous m'allez m'excuser,
elle doit être autoportante et surtout, s'arrimer au benchmark international. Monsieur le ministre des Finances, je vous invite, si vous voulez qu'on fasse la bourse, de défiscaliser l'épargne boursière. Oui, mais je vais juste rajouter, docteur, qu'en Afrique de l'Ouest, on a au moins 5 banques privées qui sont cotées à la bourse, pas seulement les titres de l'État. Mais je voulais dire, je suis tout à fait d'accord si l'État donne... Parce que l'État est d'abord acteur et puis arbitre. Bon, l'acteur principal et l'arbitre, il doit faire le geste qu'il faut. Aussi, il y a des éléments qui auraient pu entrer dans la bourse. La réserve obligatoire, qui sont dans les... qu'on a pris et qui dorment, les réserves obligatoires, qui dorment dans les cadres de la Banque centrale. C'est pourquoi faire? Est-ce qu'on ne peut pas les transformer en titres d'investissement? On ne peut pas les transformer en autre chose? Cela est indispensable pour pouvoir continuer. Et surtout qu'on les prend à un taux de 0,6 et pour la Banque centrale le prend à un taux de 0,6 alors que le coût dans les banques est de 2%. Ça, c'est une petite anomalie qu'il faudra y penser. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci à tout le monde. Alors, on n'a pas eu assez de temps pour parler de tous les sujets, mais c'était quand même très, très intéressant. Merci, monsieur le ministre.